Jeudi 14 février 2019, bienvenue à la grande édition du journal sur Zaïre TV. Les titres. Dans 2 jours, la présidentielle au Nigeria. Les 80 millions d'électeurs auront à choisir les 73 candidats en lice. Une élection qui captive l'attention de tous les Africains. Quels sont les enjeux pour le Bénin? Le professeur de relations internationales Dramane Bouko rappelle le contexte dans un instant. Aujourd'hui, 14 février, l'amour est célébré dans plusieurs pays à l'instar de l'Angleterre. La ville de Cotonou s'est apprêtée pour la célébration. Les commerçants font le point dans cette édition. Qui du Sénégal ou du Mali succédera au Nigeria sur le toit de la CAN U20? La réponse sera connue le dimanche prochain à Niamey, au Niger. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les Nigériens iront aux urnes dans 48 heures pour élire le président qui dirigera le géant d'Afrique pour les 4 prochaines années. Compte tenu des relations et les liens entre le Bénin et son voisin de l'Est, le pays reste attentif à la présidentielle du 16 février prochain au Nigeria. Quels sont les enjeux de cette présidentielle et quels sont les impacts pour le Bénin? Cette question a des réponses données par le professeur de relations internationales, le Dr Dramane Bouko, qui apporte ici des clarifications au micro de nos reporters. Une élection qui nous concerne tous, parce que en réalité, la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest dépend fortement encore de ce pays-là, du Nigeria. Et plus précisément donc, du Bénin, avec qui nous avons donc, nous tissons des relations économiques, commerciales, très importantes depuis des années, depuis des indépendances jusqu'à ce jour. Donc il y va du soi, il y va de l'intérêt des Béninois que cette élection se passe dans la paix, dans la tranquillité, dans la transparence. Parce que, en réalité, sans stabilité, sans paix et sécurité, on ne peut pas parler de développement et de prospérité économique. Si le Nigeria n'est pas stable, si les élections sont brouillées au Nigeria, forcément, cela va jouer sur la stabilité sociale, sur la stabilité économique du Bénin. Il n'y a rien à faire. Donc, nous avons intérêt à nous associer, et je suis sûr que ce pays, donc, pétri d'expérience, parce que je sais le président sortant qui incarne la sagesse, non seulement au niveau donc, de ses pairs en Afrique de l'Ouest, mais également au niveau du continent africain, qui est inquiet par rapport à l'avenir, qui est soucieux par rapport à l'avenir du Nigeria. Je suis sûr qu'il fera tout pour organiser les élections paisibles et transparentes. Alors, donc, l'enjeu, là où je ne suis pas trop inquiet, ce qui fait que je ne suis pas trop inquiet par rapport aux élections qui auront lieu le samedi prochain au Nigeria, c'est par rapport aux candidats. Vous voyez, de par le passé, nous avons 80 millions d'inscrits, donc de 80 millions d'électeurs qui iront aux élections le samedi prochain, et environ 70 candidats. Alors, les favoris, nous les connaissons. Donc, nous avons Atiku Abubakar, qui vient donc du parti de Olusegun Obasanjo, donc du parti PDP, People Democratic Party, et donc le président sortant, Buhari, qui est aussi donc, un candidat donc, très influent aussi donc, dans le Nigeria. Alors là, ce qui fait que moi, je ne suis pas inquiet par rapport à la transparence et à la tranquillité donc, des élections. Les 2 challengers, les 2 favoris de ces élections-là, sur les 70, nous avons le président sortant Buhari et son challenger Atiku Abubakar, qui sont tous nordistes, musulmans, voyez, même ethnie, le Hausa. Bref, ce qui fait en réalité, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, on pourrait dire que c'est le Nord qui gagne. C'est le Nord qui gagne, parce que nous savons l'influence ethnique et religieuse qu'il y a souvent lors des élections en Afrique, pas seulement au Nigeria, mais en Afrique. Non, il est du Nord, il est du Sud, etc. Il est un musulman, c'est un nordiste. Ce problème ne se pose plus actuellement par rapport à ces élections. C'est ça en réalité qui fait que moi je suis rassuré que ces élections se passeront donc dans la paix et la tranquillité. Les citoyens nigériens iront aux urnes le samedi prochain afin d'élire le prochain président de la République. Bien que les candidats à ces prochaines élections soient nombreux, 2 noms sortent du lot, celui de Mahamadou Buhari et de Atiku Abubakar, considérés comme les favoris. À cet effet, plusieurs meetings ont été organisés afin de faire part à leur peuple de leur projet de société. Quelles sont les tendances actuellement à 2 jours des élections présidentielles? Suivons le commentaire signé Marcel Fondji. Les Nigérians sont appelés aux urnes samedi prochain pour désigner leur nouveau président.
Plus de 60 candidats sont en lice pour la présidentielle du 16 février au Nigeria. Et pourtant, malgré cette pléthore prétendant au pouvoir, la course au poste suprême n'a que 2 réels concurrents. Il s'agit du chef d'État sortant Muhammadu Buhari et son opposant Atiku Abubakar, qui rivalisent de promesses pour redresser l'économie du pays. Le président sortant Muhammadu Buhari enchaîne les rassemblements politiques depuis la mi-janvier face à son adversaire, l'homme d'affaires et ancien vice-président Atiku Abubakar. Suffisamment riche pour financer des campagnes dans les 36 États que compte le pays, il rivalise de slogans et rassemble des milliers de supporters lors des géants meetings. Afin d'avoir de bons arguments à faire valoir pour convaincre leurs militants, de nombreux meetings sont organisés de part et d'autre. Et celui en date de ce mardi à Port-Harcourt a engendré plusieurs pertes en vies humaines lors d'une bousculade à la fin d'un meeting du président sortant, Muhammadu Buhari, dans le sud-est du Nigeria. Selon certaines indiscrétions, le président Muhammadu Buhari est de plus en plus critiqué pour sa gestion de l'économie du pays. Ses promesses de redressement de l'économie, en grave récession depuis le début de son mandat, n'ont pas porté leurs fruits. La pauvreté augmente également et certaines régions sont en proie à l'insécurité. D'autres ajoutent qu'il n'a pas tenu ses promesses électorales. Tant de facteurs qui tentent à pencher la balance du côté de son concurrent Atiku Abubakar. Ce dernier, quant à lui, est aussi un visage connu depuis longtemps dans la sphère politique nigériane. L'homme d'affaires multimillionnaire pâtit des soupçons de corruption qui planent sur sa carrière et lui ont valu en 2007 de figurer sur la liste des 135 hommes inadaptés à tenir un mandat en raison de leur corruption. Ainsi, pour les électeurs, il ne représente pas une alternative très crédible. Qui des deux Babab arrivera à prendre les rênes de la présidence après les élections législatives? Rendez-vous donc le samedi prochain. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi 4 février 2019 a pris connaissance de plusieurs comptes rendus relatifs à la prestation du contrôle et de surveillance des travaux de réaménagement du boulevard de la Marina entre le giratoire Erevan et le carrefour de la Loterie nationale du Bénin. Le renforcement des mesures d'appurement de la dette salariale de l'État. Je vous invite à suivre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, à l'occasion du traditionnel compte rendu du Conseil des ministres. Il est au micro de Abdelkader Achirou et de Anifat Boukari. Prestation de contrôle et de surveillance des travaux de réaménagement du boulevard de la Marina entre le giratoire Erevan et le carrefour de la Loterie nationale du Bénin. Le boulevard de la Marina, long de 5,7 km, sera entièrement réaménagé ainsi que l'a voulu le gouvernement. Compte tenu de sa position stratégique et en raison de ce qu'il dessert plusieurs administrations publiques, des missions étrangères, des établissements publics et privés, les travaux seront exécutés sans interrompre la circulation. Par ailleurs, pendant l'exécution de ces travaux, des projets d'aménagement urbain tout aussi importants sont envisagés sur des espaces publics attenant aux 10 boulevards. Ils nécessiteront des adaptations ponctuelles et une coordination encadrée de tous les intervenants. C'est pourquoi le Conseil a décidé de confier au consultant Aegis International, qui justifie de solides références techniques en la matière, les prestations de contrôle et de surveillance des travaux. Renforcement des mesures d'appurement de la dette salariale de l'État. Le Conseil a examiné la situation de la dette salariale de l'État liée au défaut de paiement jusqu'en 2016 de l'incidence financière des divers actes d'avancement et de promotion des travailleurs. À ce propos, dans le respect des engagements pris par le chef de l'État en décembre 2018 devant les organisations syndicales et dans le cadre de la poursuite des actions sociales déjà engagées en faveur des agents encore en activité et ceux à la retraite, le Conseil a décidé d'allouer une enveloppe financière supplémentaire au paiement au titre du mois de février 2019 des arriérés dus aux fonctionnaires. À cet effet, en plus du milliard de francs CFA mensuellement destiné à éponger cette dette, un montant supplémentaire de 2 milliards de francs CFA sera débloqué, portant ainsi à 3 milliards de francs CFA le total des arriérés de salaire à payer au titre du mois de février 2019. Le Conseil saisit cette occasion pour rassurer l'ensemble des agents de l'État que ces efforts vont se poursuivre au fur et à mesure que le gouvernement dégagera des marges sur la trésorerie de l'État.
Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Quelle est l'origine de cette fête? La réponse dans ce commentaire signé Anifat Boukari. L'origine de la Saint-Valentin demeure un mythe comme l'amour. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Comme chaque jour du calendrier catholique, on fête un saint. Et les saints sont toujours patrons de quelque chose. Patron d'un lieu, d'une corporation ou d'une organisation. D'après la légende, Saint Valentin était un prêtre répondant au nom de Valentin et vivant au IIIe siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Claudius II. À l'époque, celui que l'on appelait aussi Claude le Cruel décida d'interdire aux soldats de se marier afin de les inciter à s'engager dans les légions. Faisant fi de la volonté de l'empereur, le prêtre Valentin ne céda pas à l'interdiction de Claudius et continua de marier les soldats en cachette. En apprenant ces unions secrètes, l'empereur fit emprisonner le prêtre Valentin et le fit décapiter le 14 février de l'an 269. Plusieurs siècles plus tard, l'Église décida de canoniser le prêtre Valentin qui devient alors Saint Valentin. À la même époque, le pape Gelasius déclara en 498 la Saint-Valentin fête des amoureux. Cette fête s'est ensuite répandue à travers le continent à une époque récente. De nos jours, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Comme tous les ans, plusieurs pays célèbrent la Saint-Valentin, la fête des amoureux, ce 14 février. À Cotonou, plusieurs articles sont disponibles dans les boutiques, sur les grands carrefours et au coin de rue. Ours et en peluche, bouquets de fleurs et imageries sont entre autres ce qu'on peut trouver chez les vendeurs en ce jour. Malgré toutes ces préparations, l'offre reste supérieure à la demande d'après la plupart des vendeurs. Quelques-uns parmi eux se sont confiés à notre reporter. Cette année-là, je n'ai pas vendu les robes, mais c'est les coffrets, les emballages là qu'on a fait cette année. On n'a pas fait les robes, les chaussures, sacs rouges, non. On n'a rien fait de spécial, mais c'est les coffrets qu'on a fait. Pour la Saint-Valentin, j'ai proposé les coffrets. Les coffrets qui a... Dans l'emballage, il y a nounous dedans, il y a une tasse à café et il y a 2 cœurs. Les deux, c'est 2 cœurs ensemble. Il y a encore deuxième emballage, il y a nounous avec une bague dedans. Le troisième coffret, c'est un emballage de ensemble soutien slip avec un petit nounous dedans. La dernière boîte qui est, c'est hier que j'ai vendu. Comme tous les ans, ça se célèbre comme ça se célèbre, ça se fait comme ça se fait. Il n'y a rien d'extraordinaire, sauf que c'est une occasion pour ne pas se leurrer la face, où les femmes profitent pour se faire offrir des cadeaux. J'ai déjà prévu un cadeau pour ma femme et c'est ça que je suis venu prendre ici. Nous l'avons fait quoi que nous l'avons augmenté quoi que mon client l'a eu à Yero. Nous avons idée nous avons tasse, mais de parfum, mais de gravure, mais de porte photo même quoi. Yero eu à essayer l'heure arriver nous couiller tomber à moi. Le phare n'est rien d'autre qu'une science divinatoire selon les adeptes. Il est toutefois nécessaire selon eux pour chaque être de se faire initier, et car cela permet à l'aide de se connaître et de connaître son destin pour savoir quel type de carrière envisager et quel genre de femme vous êtes destiné. Suivons Hunogan Aïnarin, il est au micro de Jacques Maounion d'Almeda. On peut dire que cette histoire de diabolisation, de diable, de satanisme, c'est des concepts créés de toutes pièces par nos amis blancs pour nous aliéner.
Donc sinon, c'est un concept qui n'a jamais existé et qui ne veut absolument rien dire. Bien, ceci étant, le Fa, je ne suis pas spécialiste du Fa, je consulte, mais je ne suis pas un expert. Enfin, mais je peux déjà dire que, comme vous le constatez depuis longtemps, le Fa est une science. C'est la science de la divination au niveau du golfe de Guinée ici. Sinon le Fa, comme vous le savez, c'est une science qui existait et dont les origines remontent jusqu'en Mésopotamie, qui a passé par l'Égypte, et puis son siège pour nous c'est Ifẹ̀ au Nigeria. Donc on sait que le Fa c'est une science. Et le Fa nous permet de comprendre le langage de l'invisible. L'invisible nous dit quoi? Qu'est-ce qui s'était passé avant? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer demain? Lorsque vous avez un acte à poser, lorsque vous avez quelque chose à faire, lorsque vous adressez une prière à une divinité, pour savoir quel est le message de la divinité, c'est à travers le Fa que ça se produit. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à aller consulter le Fa. Chacun, même chez lui, à la maison, lorsqu'il se réveille le matin, pour connaître la couleur de sa journée, il prie comme il l'entend. Il peut prier ce qu'il veut, son Dieu, il le prie comme il le veut. À la fin, il demande la couleur de la journée et il saura le Fa. L'invisible va lui dire à travers les tracés indiciels du Fa ce que sera sa journée. Et ça doit être ainsi. Et ça marche toujours comme ça. Donc, le Fa est introduit au niveau des renouvellements de Tron parce que nous voulons comprendre le message que Tron nous envoie. Il faut comprendre le message que Tron envoie aux adeptes pour leur expliquer, pour qu'ils sachent les dispositions à prendre. Sinon, au début, Tron n'était pas avec le Fa, au début. Mais pour comprendre le message que Tron nous envoie, Tron nous envoie des messages tout le temps. Et c'est à travers le Fa qu'on peut le comprendre. Voilà pourquoi nous sommes en train d'associer le Fa aujourd'hui à Tron maintenant. Sinon, ce n'était pas ça au début. Ah oui, c'est absolument important. Et si ce n'était pas important, les rois d'Abomey que vous avez connus depuis Agadia jusqu'à Agoli-Abo ont été tous initiés au Fa. Donc c'est qu'ils ont compris que lorsqu'un être humain, un homme ou une femme, vous arrivez sur terre, que vous avez un certain âge, vous devez prendre votre Fa. Ce n'est pas un plaisir, non. Non, non, pas du tout. Parce que les gens ne le savent pas. Lorsque vous avez pris votre Fa, vous allez dans la forêt sacrée, que vous revenez, vous avez votre Fa, automatiquement, vous savez quelle sera votre vie qui vous est ainsi présentée. Quel type de profession allez-vous exercer sur terre pour trouver la paix? Le Fa vous le dit. Vous connaissez votre profession. Ce ne sera pas un hasard d'aller choisir quelque chose. Vous voyez des gens qui choisissent des métiers et qui échouent tout le temps. Ils n'ont pas de Fa. S'ils avaient de Fa, ils sauraient dans quel secteur s'orienter pour pouvoir mieux se comporter. Quel type de femme il vous faut? Le Fa vous le dit. Le Fa vous dit quel type de femme il vous faut. Si c'est une femme belle, c'est une femme très claire, c'est écoute ça. Le Fa vous dit, le Fa vous interdit d'être polygame. Les gens ne savent pas. Les gens, le Fa va vous dire, écoutez, ne prends pas ceci, il va t'arriver telle chose. Donc, le Fa vous oriente. Le Fa vous dit les types de maladies auxquelles vous devez vous attendre. Le Fa vous dit, non seulement en profession, le type de femme, des maladies qui peuvent vous guetter, mais le Fa peut vous dire quelles sont les responsabilités futures qui vous attendent. Le Fa vous indique même juste la manière dont vous allez quitter cette terre. Le temps à peu près que vous allez faire. Le Fa donne d'immenses informations. Donc on ne peut pas être ici au Bénin et ailleurs sans avoir son Fa. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Il y a des nourritures, des aliments qui sont incompatibles avec votre mieux-être. Il faut avoir son Fa pour le savoir. Il y a des comportements, il y a des vêtements que vous ne pouvez pas porter parce que ça ne peut pas vous porter bonheur. Il y a des gens dont le Fa a interdit d'aller accompagner. C'est-à-dire quand vous voulez par exemple trouver du travail, et que vous voulez vous rendre à ce lieu et vous prenez un ami et vous allez ensemble. Chaque fois que vous allez accompagner, vous allez échouer. Alors que vous y allez seul, vous allez réussir. Le Fa peut vous le dire. Donc, il y a d'immenses informations sur la vie que nous pouvons avoir grâce au Fa. Et c'est pour ça qu'il est vivement recommandé à chacun de nous de prendre son Fa. Ça n'a rien du tout d'extraordinaire. Non, c'est une nécessité et ça aide. Ça vous propulse, ça vous permet de comprendre votre existence et de savoir comment vous allez évoluer.
En sport, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans aura un nouveau roi le dimanche prochain. La finale de la 21e édition opposera le Sénégal au Mali au stade général Séni Kountché de Niamey. Les Aiglons du Mali, 30 ans après leur finale perdue face au Super Eagles Junior, ont pris hier leur revanche sur les Nigériens en demi-finale de la CAN U20 Niger 2019. Ils ont éliminé les recordman en victoire dans cette compétition. 7 titres déjà, au tir au but, 4 tirs contre 3. Le score était de 1 but partout au terme des temps réglementaires. Le Sénégal, pour sa part, s'est qualifié pour sa 3e finale consécutive en battant l'Afrique du Sud 1-0. But inscrit contre son camp par Givermore Koppe à la 78e minute. Jamais titrés, Sénégalais et Maliens vont essayer de graver leur nom pour la première fois au palmarès de la compétition. 24 heures plus tôt, les demi-finalistes malheureux de Nigériens et Sud-Africains vont disputer le match de classement. Du handball pour finir. Malgré ses prouesses dans les compétitions de catégorie d'âge ces dernières années, le Bénin ne dispose pas d'une équipe nationale senior de handball. Cette situation préoccupe les acteurs de cette discipline d'origine allemande. À ce titre, la Ligue du Sud de handball s'est engagée en fin du mois dernier à mettre en place une sélection afin de susciter la constitution d'une équipe nationale. À l'occasion du tournoi Foutou, suivons le président Eloge Dossou pour plus d'explications. C'est vrai que la Fédération nationale de handball, pendant des années, n'a pas pu monter ou n'a pas voulu monter une équipe nationale senior, aussi bien au niveau des dames qu'au niveau des hommes. Et nous avons constaté que cela n'a pas du tout fait du bien. Parce qu'il y a quelques années, souvenez-vous, notre équipe junior était allée à la Coupe du Monde et n'avait pas fait pied de figure. Et ces joueurs-là, étant tous des Béninois, d'accord, sont là. Aujourd'hui, ils sont devenus seniors, mais n'évoluent pas dans une équipe. Ce n'est pas normal. Ça, là, c'est ce qu'on appelle du gâchis. Donc, on s'est dit, pourquoi pas? Si la fédération a pris l'initiative, il faut qu'on l'accompagne. Donc, nous, notre manière de l'accompagner, c'est à travers ce tournoi Foutou, c'est de demander aux sélectionneurs nationaux de faire une sélection au niveau de la Ligue. Une sélection, on va appeler la sélection de la Ligue. Et cette sélection-là va commencer par travailler avec l'entraîneur national. Cela va motiver la fédération à constituer enfin l'équipe nationale. Nous avons pris ce risque-là. Pourquoi? Parce que, vous savez, notre ligue comporte le plus grand nombre de clubs. Et au sein de notre ligue évoluent 80% des joueurs expérimentés, des joueurs capables de défendre les couleurs de la nation. Donc si on arrive à réunir cela, il ne restera que dans le plateau, dans le Zou et dans le Nord, quelques joueurs qu'on va augmenter à ce noyau, voilà, ce noyau, merci, qui sera constitué. Et à partir de là, nous sommes presque sûrs, d'accord, qu'on fera quelque chose de bien. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Zayo TV. Gardez le réflexe www.zayo-tv.bj. Bonsoir.